réunion du Parlement de la CEDEAO cet après-midi à Niamey, la question du financement des soins des États membres est au centre des débats. Préparatif du Hajj 2014, le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra et les responsables des agences de pèlerinage ont échangé samedi dernier sur le dispositif électronique d'enregistrement des pèlerins. En partie magazine de cette édition, l'entretien que le coordonnateur du système des Nations Unies au Niger a accordé à Télé Sahel à l'occasion de l'entroi de l'investiture du président de la République. Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec cette note nécrologique avec le décès de Salma Darani, ancien lutteur, un des géants de la lutte traditionnelle nigérienne qui vient d'être terrassé par cet implacable adversaire que nul ne peut tenir tête. Salma Darani, ancien détenteur du sabre, vient de tirer sa révérence ce jour 14 avril 2014 à Dosso à l'âge de 67 ans. Youssouf Kodo lui rend un ultime hommage. Comme quoi, les héros ne meurent jamais. Du haut de ses 190 cm, Salma n'a jamais montré aucun signe de vieillesse ni celui de faiblesse. Sa morphologie imposante, son visage épargné de rides, Salma pétillait la forme. Marchant à pas de géant, c'était un géant, car taillé sur mesure, le type de gladiateur des arènes. Les arènes, Salma les a foulées et y a laissé des empreintes indélébiles à présent. Le sabre, Salma l'avait obtenu au moment où notre sport roi au Niger était aussi un mythe. DIFA 1978 face à un certain Salam Matou d'Agadez. Humble, modeste, le sabre pour lui n'a jamais été une fin en soi. Son seul souci, la lutte, comment l'entretenir au Niger. Et même après avoir raccroché, Salma n'a jamais quitté les arènes d'un iota, quelle qu'en soit la nature des compétitions. Selon lui, la meilleure lutte commence par le bas âge. Et nous avons le devoir de conduire ces jeunes, disait-il. Présent, ironie du sort, à Difa, l'arène où il avait été sacré champion, Salma se réjouissait de nouvelles refontes qu'a connues le code. Il faut dire que son ambition sur l'avenir de la lutte était à sa dimension du géant qu'il incarnait lui-même. Mort à l'âge de 67 ans, né en 1947, à Goulouma, à quelques encablures de Ludo, Salma laisse derrière lui 3 veuves et 13 enfants et des petits-fils. La reine de Dosso, qui porte son nom, ne sera jamais orpheline. Et de ces 13 enfants, un déjà montre d'évidents signes de succession, Yacouba Salma. Yacouba, en hommage à son vieil et ancien compagnon, Kantou, de son vrai nom, Yacouba Angou, de Maradi. Yacouba Salma en a fait déjà la démonstration lors du dernier championnat scolaire tenu en mars dernier à Zender, où il a été finaliste. Salma a rejoint Kantou en ce jour où le nombre 4 retentit fort. Ils étaient 4. Kantou, Salma, Kadade, Balaka. Salma est décédé ce jour du 14, correspondant au 4e mois en cette année 2014. Un signe héroïque. Adieu, Salma. Ainsi va la vie, que son âme repose en paix. Amen. Suite de cette édition, avec ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a signé 2 décrets portant inscription et nomination au sein des forces armées nigériennes. Au terme du premier décret, est inscrit au tableau d'avancement complémentaire au titre de l'année 2014 et nommé au grade supérieur pour compter du 1er avril 2014 l'officier des forces armées nigériennes dont le nom suit. Au grade de capitaine, le lieutenant Hassan Anoutab, matricule OAA
OASM. Au terme du second décret est inscrit au tableau d'avancement complémentaire au titre de l'avancement normal pour l'année 2013 et nommé au grade supérieur à titre fictif le médecin aspirant des forces armées nigériennes dont le nom suit pour compter du 1er octobre 2013 à titre de régularisation. Au grade de sous-lieutenant, l'aspirant Medaji Bagoudou Mamansani, matricule 10015, signé le secrétaire général du gouvernement Gandou Zakar. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est réunie ce matin à l'effet de réexaminer le calendrier des travaux. C'était sous la présidence du président de la dite institution, Hama Amadou. Le Parlement de la CEDEAO s'est réuni cet après-midi à Niamey, réunion délocalisée de la commission mixte pour débattre de la question du financement des soins des États membres. Issouf Noumaou, Smaël Doda. La question de la santé et de son financement est aujourd'hui d'actualité dans les États membres de la CEDEAO. Ce sujet préoccupant a amené le Parlement de la CEDEAO à travers une commission mixte de se réunir à Niamey en vue de la recherche des voies et moyens pour améliorer de façon significative les soins de santé avec un coût moindre. C'est donc la signification qu'il faut donner à cette réunion dont l'ordre du jour est le financement des soins de santé des États membres de la CEDEAO. Cette commission mixte à laquelle révèle la charge regroupe en son sein une commission santé et services sociaux, une commission administration, finances et contrôle des budgets, et enfin une commission genre travail, emploi et bien-être social. Ainsi, cette cérémonie a été marquée par plusieurs allocutions, notamment de la présidente du groupe national du Parlement de la CEDEAO et du président de la commission mixte, qui a pour sa part félicité le Parlement de la CEDEAO dont l'objectif vise l'intégration régionale. Le Parlement de la CEDEAO, fidèle à sa tradition établie depuis sa première législature, organise des activités dans les États membres, notamment à travers des réunions délocalisées de ses commissions permanentes et des ateliers de formation à l'attention de ses membres, dont le but essentiel est d'une part de se rapprocher des populations de la communauté afin de donner une large visibilité de ses activités et d'autre part de permettre aux parlementaires membres du Parlement communautaire de réfléchir non seulement sur leur activité, mais également de débattre sur toute question relative à la communauté. En parcourant les programmes établis à cet effet, nous constatons que durant les 5 jours de travaux, vous suivrez des communications sur les 3 sous-thèmes suivants. La problématique d'accessibilité géographique et financière des populations aux soins de santé. L'évaluation des différents mécanismes de financement des soins de santé. Paiement direct des usagers, assurance sociale, c'est-à-dire mutuelle de santé, caisse nationale d'assurance maladie obligatoire, couverture médicale, etc. Les dispositifs spécifiques de prise en charge, gratuité partielle ou totale, femmes enceintes, handicapés, tuberculeux, personnes âgées, VIH, etc. Pour le 5e vice-président de l'Assemblée nationale, les thèmes placés au centre de cette réunion constituent aussi la préoccupation des autorités de la 7e République et dont beaucoup d'efforts sont en train d'être pris. Cette réunion, qui est la 3e du genre que le Niger accueille, est d'une importance capitale car elle permet de rapprocher le Parlement des populations qu'il présente tout en traitant de thèmes précis d'actualité touchant la vie des populations de la communauté. Honorables députés, mesdames et messieurs, c'est pourquoi l'Assemblée nationale et tout le peuple nigérien par ma voix expriment leur profonde gratitude à l'endroit du Parlement de la CEDEAO pour avoir choisi notre pays pour abriter cette présente réunion. Permettez-moi de vous préciser qu'ici au Niger, ce thème relatif au financement de la santé est aussi l'une des préoccupations majeures des plus hautes autorités de la 7e République qui font du financement des soins de santé une question incontournable. Pour preuve, le président de la République
son Excellence Issoufou Mohamedou et son gouvernement viennent récemment de procéder au paiement de plus de 17 milliards de francs CFA pour la prise en charge de la gratuité des soins de santé dans notre pays. Il est attendu donc de cette réunion de 5 jours l'élaboration d'une feuille de route sur une approche régionale pour le financement équitable des soins de santé en Afrique de l'Ouest. Le commissariat en charge de l'organisation du Hajj et de la Oumra a rencontré samedi dernier au centre culturel Amir Sultan les responsables des agences de pèlerinage. Cette rencontre, qui entre dans le cadre des préparatifs du prochain Hajj, vise à expliquer le dispositif électronique que les autorités saoudiennes et le COHO entendent mettre en place cette année pour l'enregistrement des pèlerins. Le compte-rendu de Seyni Soumaïla Ibrahim et Abdoulaye Hamidou. Après avoir tiré un bilan somme toute satisfaisant du Hajj 2013, puis convoquer le comité consultatif pour justement se pencher sur les conclusions du dit bilan en perspective d'un Hajj meilleur en 2014 et enfin annoncer à travers un point de presse l'ouverture officielle des inscriptions au Hajj prochain, le commissariat à l'organisation au Hajj et à la Oumara va en multipliant les échanges avec ses partenaires, notamment les agences de pèlerinage en vue de mieux réussir l'édition prochaine. Il est question aujourd'hui de s'entretenir avec elle d'une part sur le système électronique des pèlerins de l'extérieur qui pourrait être mis en œuvre cette année par les autorités saoudiennes dans le cadre de la modernisation du rite, et d'autre part la gestion automatisée du Hajj et de la Oumra que le COHO entend expérimenter pour plusieurs raisons. C'est une application que le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra a voulu mettre en place et dans le souci principal en tout cas d'améliorer la gestion du Hajj et de la Oumra, aussi bien au niveau du COHO qu'au niveau des informations qu'on récolte au niveau des agences. Alors je tiens à préciser que le GAHO est une application qui est utilisée pratiquement à 80% par le COHO et 20% par les agences et principalement pour l'introduction des données pèlerins et l'enregistrement des différents paiements qu'ils vont effectuer dans le cadre de l'inscription des pèlerins pour aller en Arabie Saoudite. Les deux présentations ont naturellement suscité des échanges faits d'interrogations et de réponses entre les deux partenaires du jour, les agences de pèlerinage d'un côté et le COHO de l'autre. Nous sommes dans une phase expérimentale. Ma conviction et la conviction de beaucoup d'opérateurs que j'ai rencontrés, c'est que la transparence est une qualité de la gestion. C'est une vertu même, je veux dire. Et tout le monde est d'accord pour aller vers la transparence et la sécurité et des opérateurs et des pèlerins. Donc c'est un système qui va s'imposer à nous et à tous les autres opérateurs. C'est pour ça, dès cette année, nous souhaitons qu'à titre expérimental, les gens enregistrent leurs pèlerins suivant les procédures qu'on a arrêtées pour le GAO. Ils ont leur quota, ils sont libres d'avoir leur quota, d'en faire ce qu'ils veulent. Mais l'enregistrement, nous souhaiterons qu'ils le fassent selon les règles qu'on a décrites dans le GAO. Ce qu'on demande au commissariat au Hajj, comme il nous entend le commissaire, qu'il fasse en sorte que le GAO là soit accepté par tout le monde. C'est pour notre intérêt à nous tous. Nous croyons au commissaire, nous le respectons et nous lui demandons à ce que le GAO soit un GAO accepté par tous, par des grandes comme par des petites agences, pour l'intérêt du pèlerinage. Pour un quota national de 12 712 pèlerins cette année, les agences ont jusqu'au 2 juillet pour boucler l'enregistrement des pèlerins à travers bien sûr la gestion automatisée du Hajj et de la Oumra, GAO, pour une transparence qui est la vertu de la gestion. L'UNICEF Niger a fait don ce matin du matériel informatique et des motos d'été au ministère de la Jeunesse et des Sports, dont réceptionné par le ministre Abdulkarim Malam et qui vise à renforcer les capacités des services déconcentrés du dit ministère. Issa Kaissa, Djouari Isiaka. Ces matériels sont destinés aux 8 régions du pays et ces dons rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération 2014-2018 entre le gouvernement nigérien et l'UNICEF. Cet appui de l'UNICEF aux directions régionales de la jeunesse et des sports va renforcer les capacités opérationnelles des cadres du ministère de la jeunesse et des sports sur le terrain. Il s'agit, pour la présente cérémonie, de 11 ordinateurs de bureau
avec accessoires et logiciels, 11 imprimantes et 9 motos d'été pour une valeur totale de plus de 22 millions de francs CFA. Il vous souvient qu'en 2011 et 2012, ce sont les 8 directions régionales de la jeunesse et des sports, ainsi que les cadres de concertation des organisations des jeunes, qui avaient été équipés en matériel informatique pour un montant total de plus de 43 millions de francs CFA, en vue de soutenir la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse. À l'UNICEF, nous croyons que ce renforcement des capacités opérationnelles est indispensable pour accroître l'efficacité des services techniques et amplifier la circulation de l'information. Pour le ministre, c'est le lieu de remercier la représentation de l'UNICEF au Niger pour ce geste salutaire. Avec ce matériel-là, les chefs de services régionaux pourront aller en profondeur, en contact donc de la jeunesse, pour nous remonter les problèmes qui peuvent se poser au niveau de chaque région, afin que nous puissions trouver les solutions idoines pour que cette jeunesse puisse dormir en paix, pour que cette jeunesse puisse être bien formée, pour que cette jeunesse contribue effectivement au développement économique et social de notre pays. Je vous réitère, monsieur le représentant, que ce matériel sera utilisé à bon escient et vous remercie très sincèrement au nom du président de la République, au nom du Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement et à mon nom propre, ma reconnaissance pour tout ce que vous êtes en train de faire dans le secteur de la jeunesse. Pour le président du Conseil national de la jeunesse, il a quant à lui lancé un appel à l'endroit des bénéficiaires. À l'arrivée du ministre actuel de la jeunesse et des sports, il nous a pris l'engagement que nos différentes structures régionales seront dotées de matériel informatique et le secrétariat permanent d'une moto pour permettre en tout cas le déplacement de nos jeunes, ce qui a été aujourd'hui matérialisé. Donc c'est pour nous une très grande satisfaction, mais nous allons inviter les bénéficiaires, en tout cas les différents conseils régionaux de jeunesse, de bien utiliser ce matériel qui n'est qu'une première étape. Ce don d'une valeur d'environ 23 millions de francs CFA a été remis au ministre afin de procéder à son acheminement. Mission de travail du ministre de l'Équipement dans la région de Dosso, Ibrahima Nomo, a visité les différents chantiers et infrastructures routières en vue d'apprécier le niveau d'exécution des travaux. Harissou Garba, Salamatou Adam. La route Bela-Gaya, longue de 75 km, en chantier de réhabilitation depuis 36 mois, confiée à l'entreprise Bouchinabe Segba TP, a constitué la première étape de la visite du ministre de l'Équipement Ibrahim Noumou, accompagné du gouverneur de la région de Dosso, Seydou Sato Ali, ainsi que de ses cadres techniques. Ainsi, le ressort du constat de ces visites est une lenteur de l'évolution des travaux qui ont déjà accusé un grand retard dans leur exécution et risquent encore d'en accuser plus car le délai initial était de 15 mois. Raison pour laquelle le ministre Ibrahim Noumou a tenu une réunion chaude avec les techniciens pour chercher à situer les responsabilités dans ce retard d'exécution afin d'en trouver des solutions urgentes. Nous avions débuté pour renouer avec le terrain, pour visiter un certain nombre de chantiers, en l'occurrence la route Bela-Gaya, une route qui suscite beaucoup, en tout cas, de désapprobation de la part des usagers. Et vous avez vu que on n'a pas pu, comme déjà sur les papiers, on n'a pas trouvé satisfaction totale par rapport à ce que nous avons laissé. Nous avons visité cette route il y a de cela 5 mois et il se trouve que l'évolution telle que nous l'avons trouvée, en tout cas, ne nous a pas donné entière satisfaction et d'ailleurs pas de satisfaction du tout. Nous n'allons pas très hâtivement tirer des conclusions, mais c'est qu'il faut dire que on ne peut pas continuer à travailler de la sorte sur ces consoles-là. On est obligé, en tout cas, de revoir la façon de travailler là-dessus. Ou ça passe, comme on le dit, ou ça casse. Donc, par rapport à cela, donc, je n'ai pas beaucoup de commentaires par rapport à ça. Nous avons pris bonne note de ce qui a été dit, de ce qu'on nous a donné comme élément. Nous allons appeler qui de droit par rapport à ce chantier-là pour, en tout cas, trouver une solution à cela.
Le chantier de construction du tronçon Kéché-Bachaka dans le département de Dogondouti a également reçu la visite du ministre Ibrahim Noma. Là au moins, c'est un chantier qui avance normalement à la grande satisfaction de tous. Harissou Garba, Salamatou Adam. La deuxième étape de la visite du ministre de l'équipement Ibrahim Noumaou a constitué le chantier de construction du tronçon Kéché-Bachaka, long de 22 km, dont le lancement des travaux a été fait tout récemment, le 4 janvier passé. Ainsi, si de l'autre côté, pour la route Bélagaya, le niveau d'exécution des travaux suscite un long débat et pose d'inquiétude, par contre, pour les tronçons Kéché-Bachaka, le constat est plus réconfortant. Prévu pour un délai de 6 mois, ces travaux sont aujourd'hui à un niveau d'avancement physique de 96% environ, pour une consommation du délai de 48%. Visitant le tronçon, les ministres et la délégation qui l'accompagnent ont vérifié la qualité de confection des différents ouvrages de protection et ont surtout analysé leur impact pour la durabilité de cette route avec les explications fournies par les techniciens. Ces travaux sont confiés à l'entreprise Morey, une entreprise nigérienne dont le directeur général nous explique ici leur méthode de travail pour parvenir à ces résultats satisfaisants. En tout cas, on remercie d'abord Dieu, Inch'Allah, qui nous a permis de faire le travail comme on l'avait souhaité. Nous, notre défi, c'est de pouvoir terminer ces travaux dans le délai et dans les meilleures conditions. Donc, par la grâce d'Allah, on est à mi-parcours du délai, c'est-à-dire à 3 mois déjà. On est à plus de 96% des réalisations. C'est-à-dire que, Inch'Allah, tout au plus dans une dizaine de jours, les travaux sont achevés à 100%. Donc moi je pense que concernant le secret ou quelque chose, il n'y a pas de secret, c'est surtout une volonté et les moyens matériels. Et on a des travailleurs dévoués, vraiment qui sont d'abord en tout cas expérimentés dans leur domaine et qui ont travaillé avec dévouement. Et vraiment c'est ce qui nous a permis, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, d'aboutir à ce travail, à ces résultats. Après la visite de ce tronçon Kéché-Bachaka, le ministre Ibrahim Noumaou traduit son sentiment de satisfaction. Par rapport donc au deuxième chantier, Kéché-Bachaka, c'est le lieu ici en tout cas de faire une note en tout cas de satisfaction. Par rapport à l'entreprise nigérienne qui a pu faire le travail dans un délai record. Et ça, il faut s'en féliciter. Et j'ai été vraiment, peut-être ce que j'ai ressenti hier a pu finalement se dissiper par rapport à ce que je viens de voir ce matin. Et je pense que si nous avons des compatriotes qui peuvent faire de tels travaux, moi je pense qu'il y a lieu de les encourager pour que demain ils prennent aussi les grandes routes, pour que demain ils arrivent à faire ce que nous faisons avec d'autres de l'extérieur. Et je pense que c'est le lieu de féliciter en tout cas l'entreprise Morey qui a fait ce travail-là et qui est largement en tout cas en avance sur le temps qui lui a été imparti. Précisons ici que ces tronçons partent de Kéché, une commune rurale du département de Dogondouti, à la frontière Niger-Nigeria, raison pour laquelle les autorités coutumières de Bachaka, un village de l'État du Nigeria, ont fait le déplacement pour rencontrer le ministre et sa délégation afin de leur transmettre leur reconnaissance pour la réalisation de cette route qui facilite les échanges entre nos villes et raffermit les liens de fraternité. De leur côté, les populations de la commune de Kéché, à travers leurs témoignages, expriment leur sentiment de satisfaction et remercient les autorités nigériennes pour la construction de cette route. La ministre déléguée au plan, Mme Ibrahima Bentafodi, poursuit pour sa part sa mission dans la région de Tilaberi. Elle était ce matin dans les localités de Balayara, Filingué et Abala. Jubonopo, Sahabibouda. À Balayara, première étape de cette journée, la ministre a visité un site maraîcher exploité par une centaine de femmes qui produisent plusieurs spéculations et même le moringa, dont les feuilles sont très prisées par les populations et qui constituent une véritable source d'argent pour elles. La ministre Bintafodi a invité ses exploitantes à redoubler de courage car leurs actions vont dans le droit chemin de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire et donc des 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, du programme de la Renaissance du Niger, du président de la République, chef de l'État, El Haj Issoufou Mahamadou. À Balayara, Filengue et Abala, la ministre a visité
la direction départementale des services du plan et rencontré les agents et les a entretenus sur le PDS qui, en plus des réformes structurelles, a-t-elle souligné, se caractérise par le lancement effectif de plusieurs grands projets structurants qui devraient changer la physionomie du Niger, donc d'améliorer les conditions de vie des ménages. Dans les 3 prochaines années, a indiqué la ministre Binta Fodi, les projections économiques permettent d'escompter un taux de croissance économique de 9,5% et cette tendance devrait évoluer à la hausse à l'horizon 2016 et améliorer le revenu par habitant. Les services du plan auront un rôle dans la mise en œuvre du PDS et c'est pourquoi ces services seront dotés très prochainement de tout le matériel nécessaire à l'exécution de leur mission et du personnel indispensable avant d'inviter les agents de son département ministériel à s'armer donc davantage de courage. À noter que les populations d'Abala ont réservé un accueil chaleureux à la ministre Binta Fodi et à sa délégation qui a transmis les salutations fraternelles du chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, président de la République. Des thèmes sur le programme de la Renaissance du Niger ont été évoqués et les femmes doivent constituer le fer de lance en se mobilisant et en répondant à toute sollicitation au travail. Adi Binta Fodi. Le chef du canton de Gobir, Toudou de Madawa, El Hadj Mohamedou Mounir Magaji Rogo, a été intronisé hier. C'était au cours d'une grande cérémonie riche en couleurs en présence de nombreux invités, dont le ministre d'État à la présidence Albade Abouba. Le compte rendu de Mohamed El Mokhtar et Laolissi. Le canton de Gobir Toudou de Madawa a été créé en 1808. En 1909, il est devenu cercle sous administration coloniale. Aujourd'hui, le canton comprend 346 villages administratifs avec une population de près de 550 000 habitants qui vivent essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Suite au décès de l'illustre Aboubakar Kadri Tawaye, qui a régné de 1981 à 2010, El Hadj Mohamedou Mounirou Kadri Tawaye a été élu en 2011 chef du grand canton de Gobir Toudou de Madawa. La présente grande cérémonie est organisée pour son intronisation officielle et dans le respect des traditions du peuple Gobir. C'est ainsi que tous les corps constitués du pouvoir dans les traditions ont défilé devant une assistance nombreuse comprenant les grandes personnalités de l'État comme le ministre d'État à la présidence Albade Abouba et le gouverneur de la région de Tawa Barmo Salifou, sans oublier un parterre de chefs traditionnels venus de tous les coins du pays. Il convient de noter